Bienvenue dans ce nouvel épisode des Résilientes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Peggy Favez, une femme au parcours exceptionnel et inspirant. Peggy est coach en santé féminine et enseignante de yoga, mais ce chemin, elle ne l'a pas emprunté par hasard. Diagnostiquée de l'endométriose à 30 ans, après des années de douleur et d'incertitude, elle a traversé un véritable voyage de transformation. L'endométriose a marqué un tournant dans sa vie, l'amenant à explorer son corps et sa santé sous toutes ses facettes. Aujourd'hui, Peggy est libérée de la maladie et partage sa sagesse et son expérience avec d'autres femmes à travers des programmes en ligne, du coaching et des retraites. Elle leur montre comment mieux vivre leur cycle et retrouver un équilibre sans passer par la douleur. Dans cet épisode, Peggy nous raconte son parcours et son lien intime avec le corps féminin. C'est une conversation pleine d'espoir, de résilience et de guérison que je vous invite à écouter. Bienvenue Peggy dans Les Résilientes. Merci de m'accueillir et pour cette magnifique introduction. Je suis très heureuse de t'accueillir ici. Je te suis tellement depuis très longtemps. C'est vraiment un honneur de t'avoir dans cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots? Ça va être difficile après ta présentation, je pense, parce que c'était tellement juste. J'ai trouvé tellement juste. Bah, on sent que tu me suis depuis longtemps, je pense. Oui, Il y avait plein de mots qui vibraient très fort, donc oui. Effectivement, je suis pas là par hasard. C'est une maladie qui m'amène ici avec toi. Et pour moi, c'est l'endométriose qui m'amène là où je suis maintenant. Et qui a jalonné en fait mon parcours de femme, mon parcours et je dirais tout, mon parcours de vie. Pas que de santé, mais je crois qu'on a une maladie, ça impacte toute notre vie et notre manière d'être et pour moi, ça a été, quelque chose d'horrible et en même temps quelque chose de libérateur parce que ça m'a poussée à, ouais, la maladie m'a poussée vraiment à aller vers qui je suis, à me libérer de plein de choses. Je pense qu'on en parlera dans le podcast. Et puis aussi à être un tremplin avec cette envie de partager, d'échanger, de soutenir aussi d'autres femmes qui vivent la même chose, de partager les clés que j'ai trouvées pour moi. Et c'est ça qui fait que je propose plein de choses maintenant. Et avec, je dirais une petite préférence pour tout ce qui est lié au corps et d'être dans le ressenti du corps. alors tu as découvert que tu souffrais d'endométriose à l'âge de 30 ans, c'est ça? Oui. Après des années de douleur. Mhm. Comment as-tu vécu ces années d'incertitude avant le diagnostic? Ça a été très compliqué parce que finalement, je savais, enfin depuis le début, je savais qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Pas tout de suite, parce qu'on nous dit tellement qu'avoir des règles douloureuses, c'est normal. Je me suis pas posé tout de suite de questions. Quand j'en ai parlé à ma gynécologue à l'époque, j'ai eu la même réponse que toutes les jeunes filles qui ont 15 16 ans. Eh ben, prenez la pilule. J'avais de l'acné en plus, donc c'est un petit peu la voie de passage de nombreuses jeunes filles. Ben voilà, douleur, acné, ben prenez la pilule, ça ira mieux. Ce que j'ai fait pendant longtemps, mais qui a pas vraiment réglé le problème. Et, et ensuite, j'ai commencé à lire des choses. Alors à l'époque, il n'y avait pas autant d'informations, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait très peu d'infos et j'avais lu, je crois, dans un magazine, un article sur l'endométriose et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai tout ça. Et c'est tous les symptômes. Pareil, j'en avais parlé à ma gynécologue de l'époque, une autre, parce que j'ai beaucoup changé. Je pense que ça, c'est aussi, ça montre aussi qu'il y avait quelque chose de, ben, en fait, sinon, il y a quelque chose, j'ai envie de trouver. Je me sens pas écoutée et entendue, donc j'essaye ailleurs, mais c'était jamais, ben oui, je dirais jusqu'à mes 35 ans, j'ai pas trouvé d'écoute. Et puis, ouais, puis là, vraiment, ça a été, eh ben non, en fait, l'endométriose, c'est une maladie très grave, vous avez juste mal. Ça a été la réponse. Ce qui fait que j'ai pas creusé plus loin. Jusqu'à mes 30 ans où, je pense que j'avais 25 ans à ce moment-là et puis à mes 30 ans, j'ai eu une opération d'urgence et où là, il y a tout c'était un kyste qui s'est rompu et là, j'ai été diagnostiquée avec une endométriose de stade 4, donc qui est le plus important avec des organes qui sont collés entre eux. Donc un stade très important, ce qui fait que la maladie était installée depuis très longtemps, depuis des années et
est-ce que peut-être que j'anticipe ta question suivante, là, c'est ce qui me vient, l'envie de partager, de comment je l'ai vécu. C'était, un mélange de libération, de joie et de colère, vraiment. Il y avait le: «Enfin, je sais ce que c'est, enfin on reconnaît, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un mot qui est posé, je suis pas folle, il y a vraiment voilà, il y a quelque chose dans mon corps». Et puis de la colère pour les 15 années d'avant où avec une mauvaise prise en charge. Mais c'est fou parce que tu savais au fond de toi Mmh mh. que tu avais potentiellement cette maladie. Oui. Mais on ne t'écoutait pas, on Mmh mh. n'acceptait pas de poser ce diagnostic. Exactement. Ouais, c'est C'est le incroyable. cas pour de nombreuses femmes. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'impact de l'endométriose sur ta vie quotidienne, bon auparavant, hein, quand Mmh tu mh. vivais avec, sur ta vie personnelle, professionnelle aussi, avant que tu Oui. trouves des solutions pour t'en libérer? Parce que c'est Mmh quand mh. même assez omniprésent, c'est pesant Ouais. Oui. en tant que femme. Alors pour moi, l'impact et alors il était vraiment au niveau des douleurs pendant les règles, pendant l'ovulation aussi. C'était ouais, principalement ça, ensuite des troubles digestifs, mais que j'ai jusqu'à ce que je sache ce qu'était cette maladie, j'avais jamais lié, les troubles digestifs à l'endométriose. J'avais fait d'autres examens qui avaient rien montré non plus et puis des douleurs, pas tout le temps, mais parfois pendant les rapports sexuels aussi. Et ajouter à ça aussi, ben, une difficulté à tomber enceinte. Donc en fait, j'avais vraiment le panel des symptômes d'endométriose qui devrait alerter, tous les médecins. Ou, ben, si vous nous écoutez et que vous avez tous ces symptômes, c'est quand même mis à côté les uns des autres, c'est quand même des indicateurs potentiels. Je dis potentiels parce que ça peut être d'autres choses, mais potentiels d'endométriose. Et et ce que je faisais, ben, à l'époque, c'était ben, je suivais un petit peu ce que disaient les médecins, donc c'était, hormones, c'était, enfin, ben, pilule. Ensuite aussi le anti-inflammatoire, antidouleur. Donc là où ça a impacté ma vie, c'était surtout dans mon travail. J'ai eu la chance, dans mes relations de couple, d'avoir des partenaires qui étaient très compréhensifs par rapport à ce que je vivais dans mon corps, par rapport à des douleurs, des incapacités aussi de sortir, de vivre certaines choses, parce qu'il y a ça aussi. Hem, donc je dirais qu'il y a beaucoup de en fait, c'était beaucoup de contrôle, et d'anticipation, par peur d'avoir mal, par peur de pas pouvoir faire. Donc par exemple, moi, j'ai raté des jours de travail, mais pas tant que ça parce que j'ai aussi je pense que ça va peut-être avec la résilience, ce côté, ben, j'y vais quand même, même si j'ai mal et hem et pour moi, c'était, ben, si je travaille à 8 heures du matin, ben, je mets mon réveil à 5 heures du mat, je prends un antidouleur, 1 heure et demie après, je prends un anti-inflammatoire pour être sûre que je peux partir travailler à l'heure, voilà, ce qui est pas normal, en fait, de devoir faire ça et hem et vraiment, c'était plus ça. Pareil pour les voyages, pour les vacances, pour plein de choses, c'était vraiment de l'anticipation, des dates, de me dire alors que j'avais des cycles en plus irréguliers, donc c'était très compliqué. Mais voilà, c'est aussi d'annuler des fois des week-ends, d'annuler des sorties, hem, d'être d'être le boulet, j'ai envie de dire, hein, dans les relations sociales amicales parce que, celle qui annule tout le temps, celle qui est pas dispo, celle qui a toujours mal et ça, moi, je l'ai entendu, hein, le: «Ah mais franchement, tu chiante, chaque fois tu viens pas, chaque fois tu annules à la dernière minute». Mais je pense en fait, je voulais tellement montrer cette façade de je suis forte au travail, ça me prenait tellement d'énergie qu'après, ben, j'avais plus d'énergie pour rien finalement. Mmh. Oui, c'était Ouais. vraiment, très présent dans ta vie au Oui. quotidien. Ouais. Et comment tu as amorcé ce chemin de transformation? Parce que l'endométriose, Mmh mh. elle t'a appris à mieux te connaître, à respecter tes besoins quand même, malgré Oui. tout. Oui. Ah clairement. Alors ça a pas été ça tout de suite, hein, vraiment. Je pense que c'est venu au moment du diagnostic et hem et ce moment-là, ça s'est passé très vite dans l'année qui a suivi où j'ai vu un spécialiste, où en fait on m'a proposé que des solutions qui marchaient pas ou alors on me proposait la même chose qu'avant. Donc là, la colère, elle a été au max, vraiment. J'ai eu un truc de: «Non mais en fait, OK, vous saviez pas donc vous m'avez pas aidé. Et là, maintenant, vous savez et c'est pire qu'avant». Donc là, vraiment, il y a une colère qui est montée et qui s'est vraiment transformée très vite et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidée, c'était d'arrêter de demander aux autres.
des solutions, du soutien, de m'aider, de trouver pour moi. C'était de me dire: «Bon, bah, maintenant je fais quoi moi?» Et c'était pas venu avant et c'est ça que je trouve terrible, hein. Je vais pas m'auto-blâmer et cetera parce que c'était comme ça, mais de me dire: «Ben, ouais, j'ai pas eu ce sursaut avant», de me dire: «Mais qu'est-ce que je peux faire moi? Comment je peux faire, hem, pour soutenir mon corps?» Et j'ai envie de dire aussi que je pense que c'était l'arrivée des réseaux sociaux à ce moment-là. Et puis alors j'ai rien vu par rapport à l'endométriose à cette époque, mais puis il y avait très peu de choses en France sur la santé, sur les réseaux, mais j'ai commencé à suivre des comptes, aux États-Unis de femmes qui avaient des cancers, qui étaient en rémission de ce qu'elles faisaient et c'est ça que j'ai appliqué, que j'ai commencé à appliquer en me disant: «Ben, en fait», j'avais lu une phrase qui disait: «L'endométriose, c'est le cancer dont on ne meurt pas». Je disais: «Bon, bah, s'ils disent que c'est la même chose que le cancer, eh ben, je vais essayer les trucs anti-cancer et peut-être que ça aura un effet et ça a commencé à marcher. Donc voilà. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment, après m'être accrochée au médecin au début, j'ai coupé complètement pendant, je crois 5 ans où je voulais plus en entendre parler. Pour moi, c'était, ouais, c'était, bah, maintenant je fais les choses moi toute seule et puis tant pis. Et alors, à quel moment tu as décidé d'opter pour cette opération-là avec le spécialiste, Mmh. reconnu? Comment tu Oui, as pris cette décision? Parce qu'elle a elle a ch ça a changé quand même pour oui. toi, énormément de choses sur le Mmh. plan de ton contexte de santé, de ton Oui. bien-être. Oui, alors avec ce que j'ai mis en place au niveau de l'alimentation, enfin tout ce que j'ai exploré, j'avais vraiment presque plus de douleur. J'ai des cycles qui étaient devenus réguliers alors qu'ils é donc vraiment moi ça m'a fascinée aussi de voir que finalement moi j'étais vraiment en mode focus sur une maladie et puis de voir l'effet que ça avait sur d'autres choses, sur mon système digestif, sur mon système nerveux, sur tout finalement et sur mon cycle. Et puis, bah, j'ai essayé d'avoir un bébé avec, mon partenaire de l'époque et ça marchait pas et on a fait un parcours PMA qui n'a pas marché le 1er essai. Il y a pas eu d'essai suivant donc voilà. Mais le premier essai n'a pas marché et tout de suite là, j'avais recontacté les médecins finalement à ce moment-là et hem et là, on m'a dit tout de suite: «Bah, on recommence le mois prochain» et pour moi, j'ai senti un non, mais je sais pas, c'était pas dans ma tête, c'était impossible pour moi. J'étais figée, j'étais là: «Je peux pas refaire ça tout de suite. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de temps». Je commençais déjà à être plus connectée à mon corps, donc je sentais vraiment que je sentais que ça allait pas marcher et là, il y a vraiment eu quelque chose qui est venu. J'avais vu dans un rapport opératoire que, Heu, c'est écrit «milieu hostile» en fait. J'ai vraiment ce mot qui est resté et je me suis dit: «Mais comment je peux imaginer avoir un bébé dans un milieu hostile?» Et c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Ben, peut-être que je vais me faire opérer pour, nettoyer» entre guillemets ce qu'il y a à l'intérieur et donc quand je dis nettoyer, c'est les lésions d'endométriose, donc c'est garder mon utérus, les ovaires. J'en avais déjà perdu un, donc l'ovaire qui me restait, mais vraiment faire une opération qui fasse que ça aille mieux. Puis effectivement, après, j'ai eu une réponse de ce chirurgien qui m'a dit: «Après l'opération, vous auriez jamais pu, avoir mener une grossesse à terme avec les lésions qui étaient là». Donc j'avais aussi bien senti que, finalement et c'est ça que je trouve beau aussi dans mon parcours, c'est qu'il y a vraiment cette scission. Il y avait ben, c'est les médecins qui doivent tout faire, après je fais tout toute seule, après, bon, ben, je suis arrivée moi à la limite de ce que je peux faire toute seule et peut-être que je pourrais trouver du soutien aussi avec la médecine et ce que j'ai eu de manière magnifique. Donc le lien entre les 2 est clairement possible. Ça, j'en suis maintenant convaincue. Donc une fois que tu as eu cette opération, qu'est-ce que tu as ressenti dans ton corps? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Vraiment une libération. Alors il y a déjà eu quelque chose qui a lâché au niveau de l'écoute de cette personne et je pense on parle de tuteur de résilience et ce médecin en a clairement été un. De se sentir entendu, écouté, de sentir qu'on prend soin aussi. Je crois que c'est la première fois que j'ai eu un médecin où je me disais: «Il s'intéresse vraiment à ma santé, il a vraiment envie que ça aille mieux, il est curieux». Je crois que j'ai jamais rencontré de quelqu'un de curieux avant lui. Vraiment de se dire, en plus, il l'a bien dit, c'était, je me réjouis d'aller voir là-dedans parce que quand je lis tous vos rapports, je n'y comprends rien à ce qu'ils ont fait. Donc ouais, c'est vraiment ça. Puis après, ben, quelqu'un après l'opération qui s'est assis sur le lit, qui touche l'épaule parce que je pleurais, enfin vraiment qui était là et pour moi puis quand je dis que je pleurais, c'était un soulagement. C'était, vraiment, ben, ça c'est fait. Alors cette opération, je m'y suis préparée en mode jeux olympiques, hein. C'était alors en mode naturo, là, c'était du costaud.
Et je pense que je dois être une des rares personnes qui, quand, parce que c'est un des plus grands spécialistes d'Europe, qu'on m'a dit qu'il y avait 6 mois, il m'a dit que l'opération aurait lieu dans 6 mois. Bah, au lieu de me dire, ah non, mais moi je voulais ça dans 15 jours, j'étais, ah, c'est génial, comme ça je peux vraiment préparer mon corps, être prête à ce moment-là. Et je pense que c'est capital aussi, parce que ça a été aussi une réussite, cette opération. Et, et ce qui, pour moi, a été très surprenant, ça a été mes premières règles après. Ça, je m'en rappellerai toujours, parce que je suis revenue, je pense, une dizaine de jours après l'opération, j'étais à la maison. Et j'ai mes règles qui sont arrivées. J'ai appelé les urgences en stress total parce que je saignais et j'avais du sang rouge qui sortait et que je comprenais pas ce que c'était et qu'il y avait sûrement un problème. Et là, l'infirmière très calme m'a dit: «Vous en êtes où dans votre cycle?» J'ai regardé, j'ai dit: «Ah ben 28 jours». Elle m'a dit: «Ben, vous avez vos règles?» Et c'était la première fois où j'avais zéro douleur. Alors je disais que j'avais réussi à atténuer les douleurs, mais j'avais des petites crampes, j'avais des signaux, mais là j'ai voilà, rien du tout en fait. Jamais ça coule, il y a pas de caillots, il y a pas enfin ouais, c'était vraiment des règles comme j'avais jamais eu. Hem Et puis depuis, ben, c'est comme ça. Donc heu, Et ce qui donc était c'est normal, enfin, ce qui était normal était anormal pour toi. exactement, ouais. Mmh. Et c'est incroyable. Donc, Mmh. depuis, tes cycles sont réguliers? Oui, ouais, Génial. oui. Et des douleurs, alors j'en ai eu, alors je pense que ça fait 8 ans, hein. Je pense que c'est arrivé 3 fois. Je m'en rappelle parce que c'est un peu alors déjà j'ai vraiment quelque chose de qui est passé enfin, mais je pense que ça a duré 5 ans où à chaque fois je me dis avant mes règles, j'avais peur. Enfin vraiment ce sentiment, il était toujours là de: «Oh là là». Jusqu'à ce que je puisse lâcher, jusqu'à ce que je puisse me dire: «J'ai rien besoin de prendre avec moi pour partir en week-end, même à part mes culottes menstruelles, mais que en fait, c'est OK». En plus, elles sont, beaucoup plus faciles à vivre en termes de d'intensité et cetera qu'à l'époque. Et donc ouais, c'est super agréable, hein, et jamais j'aurais pensé dire à quelqu'un un jour, «J'aime bien avoir mes règles, en fait et j'adore ça». Puis j'avance en âge et je me dis: «J'ai pas envie d'avoir la ménopause parce que j'ai envie d'avoir mes règles, en fait». Mmh. Comme si j'avais découvert ça tellement tard que, je suis là: «Ben non, enlevez-moi pas ce plaisir finalement qui est là maintenant». Je sais que ça paraît fou, puis ça paraît complètement fou de le dire avec ce que je vivais à l'époque, ouais. C'est un sacré changement pour toi. Mmh mh. Et donc, en dehors de l'opération, tu avais parlé que tu avais également modifié ton alimentation, ton mode de Oui, vie. Tu as poursuivi et tu poursuis encore aujourd'hui? oui, je poursuis encore aujourd'hui, je fais beaucoup plus d'exceptions. J'ai été très, très drastique, vraiment, pendant plusieurs années, c'était, pas d'écart. Quand j'accompagne la règle des 80-20, moi le 20 il y avait pas. Moi, c'était du 100. Autrement, je Mmh. mangeais pas. Autrement ouais, j'ai été très dure aussi avec moi-même, puis en même temps, je me dis: «Ça a payé, donc tant mieux». Et puis de nouveau, je pense que c'est un trait de personnalité qui fait aussi que, ben, ça a marché. Ce côté, j'y vais quand je vais dans quelque chose, j'y vais à fond et j'y crois à fond, j'explore. J'ai fait aussi beaucoup de bêtises par contre, pendant cette période-là, j'ai envie de le dire, en suivant, certains courants ou certaines propositions qui, en fait, ne m'allaient pas du tout. Mais j'étais entêtée dans mon truc. Ça, on dit que ça marche sur la santé, donc j'essaye, donc j'y vais. Et ouais. OK, tu peux nous partager un petit peu les clés qui t'ont permis de te sentir mieux par rapport à ton mode de vie, ton alimentation? Alors pour moi, c'était clairement l'alimentation anti-inflammatoire et c'est là peut-être aussi où je dis ça, ça a été peut-être l'erreur du début parce que moi j'ai tout enlevé. Après ajouter au début, c'était plus compliqué de me dire: «Non, il y a des choses qui peuvent me soutenir et plus me nourrir». Donc oui, mais après éliminer vraiment, pour moi et ça, est-ce que j'ai complètement éliminé encore maintenant? Parce que je disais que maintenant je faisais des écarts, donc je vais partir sur ce qui n'est toujours pas présent dans ma vie, c'est le café et l'alcool. Ça, c'est un no-go et c'est fini. Et ensuite, pendant des années, il y a eu les produits laitiers, c'était, pareil, vraiment, absolument pas. Gluten aussi. Et puis j'avais arrêté la viande rouge, ce que je remets en question maintenant, parce que ça peut faire du bien, clairement. Donc ça, non. Donc maintenant, les exceptions que je fais, c'est le gluten, c'est si je vais manger chez quelqu'un, je vais manger au resto et que voilà, il y a une pizza, ben, je vais manger la pizza, il y a du fromage dessus, il y a du gluten et je digère super bien. Enfin, je vois que ça a aucun effet. Par contre, je vois que si, pendant un moment, je me dis: «Je m'en fiche», je vois quand même l'effet sur mon corps. Mais pas en termes de douleur.
Vraiment plus en termes d'énergie, plus en termes de comment je me sens, où je me sens un peu bof. Et puis finalement, ben, j'aime la manière dont je mange maintenant. Donc j'ai pas de manque de certains aliments. Quand je dis manque, c'est en termes de plaisir. Ce qui m'a énormément aidé aussi, ben, ça a été le yoga. Et puis après, parce qu'au début, j'ai découvert le yoga, le yin yoga par hasard aussi, un cours où alors vraiment ça, je me rappelle de cette révélation de waouh, là, je me sens dans mon corps, je ressens. Je pense que le yoga au début m'a fait du bien pour deux raisons. Il y avait mais c'était un yoga plus dynamique pour l'aspect physique et puis de me mettre en mouvement, c'est en quoi je crois beaucoup maintenant, parce que quand on a des maladies, on est figé. Et puis il y a quand même le mouvement, ben, c'est la vie. Il y a cette énergie de vie, puis de faire circuler, donc ça c'est quelque chose d'important. Donc je pense que ça me faisait du bien. Après, c'était compliqué quand même pour moi physiquement à certains moments, mais ça me faisait aussi du bien pour ne pas être dans une forme de dissociation, donc d'être que dans ma tête, que dans des pensées et pas ressentir mon corps. Et puis ça m'a fait beaucoup de bien dans une période qui a été extrêmement stressante dans ma vie, puis c'était de ben je pense plus. Je suis juste dans mon corps, je dois mettre ma main de ce côté, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois respirer en même temps. Donc j'étais focus, j'étais dans mon corps, dans le présent. Et c'est en ça que le yoga m'a aidé, le yoga classique. Pas en termes Et, de miracle, de physique, etc., mais vraiment dans ce côté-là de changement finalement de comment je percevais mon corps et comment je ressentais. Et d'être dans la présence parce que je le vois avec certaines femmes et la plupart des femmes que j'accompagne, je l'ai vu pour moi, j'étais vraiment dissociée. Donc vraiment, mon corps n'existait plus parce qu'il y a eu tellement de douleurs que c'était compliqué de ressentir, mais ce qui fait qu'on ne ressent pas non plus ce qui est positif finalement. Et ça a vraiment été un long chemin de se reconnecter au corps. oui, parce que c'est ça la difficulté aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent d'endométriose ou de perturbations au niveau de leur cycle menstruel et qui sont déconnectées de leur corps, même de leur cycle. Justement, pour ces femmes-là, quels conseils tu leur donnerais pour se reconnecter à ça, pour aller mieux? C'est pas évident parce que je pense que ça nécessite de s'arrêter. Puis s'arrêter, c'est compliqué parce que ça peut amener à une remise en question de toute sa vie, de ses relations, de sa relation de couple, de son travail. Euh, et c'est souvent pour ça que qu'on n'ose pas ralentir. Moi, j'ai cette impression globale dans notre société, que ce soit les femmes, les hommes. Et pour moi, clairement, ça a été ça dans ce que je vois autour de moi, ce que je perçois, c'est souvent ça. Dans ces douleurs, c'est eh ben, arrête-toi, en fait. Respire, prends juste le temps d'être là, de respirer. Bah, typiquement, cet exemple que j'ai donné, hein, bon, bah, je me réveille plus tôt, je prends des cachets pour être sûre que je peux fonctionner à telle heure. Ben, c'est hyper compliqué d'être comme ça tout le temps, de se dire, ben voilà, avec l'opposé de je m'arrête, je respire, je prends soin de moi, et puis si ça va pas, ben, je l'accepte, et puis je dis que je peux pas. Mais c'est quelque chose qui est très compliqué dans notre société. C'est pour ça que c'est très facile à dire, mais quand on est ben, dans ce rythme-là, c'est très compliqué à faire. En plus, on a envie de vivre comme tout le monde, on a envie de participer, on a envie de partir en voyage, on a envie de faire plein d'activités, ce qui est normal aussi. Mais c'est vraiment à certains moments de prendre le temps de... Puis quand je dis ça, c'est pas 2 semaines, hein, c'est vraiment des fois quelques minutes de se poser et d'être là, mais qu'est-ce que je ressens? Comment je ressens mon corps? Je pense que ça passe par là. S'il y a vraiment un conseil que je peux donner pour arriver à se reconnecter à son corps et adoucir et puis connecter ce féminin dont on parle beaucoup, parce que finalement, quand on parle de féminin, c'est basique. Enfin, pour moi, ma manière dont je le vois, c'est simplement d'être présente pour se connecter à soi, pour ensuite se connecter à sa créativité et à son intuition. Mais ça passe juste par être là, être réceptif. Ça, c'est aussi un principe du féminin. Je suis réceptive à ce qui se passe pour moi. Et ça peut être simplement, moi je donne toujours un petit exercice, c'est le brossage des dents où je fais la vaisselle, c'est je le fais en conscience. Donc qu'est-ce que je ressens? Euh, voilà, la température de l'eau, les sensations sur la peau, juste des petites choses pour ressentir à des moments où ça va plutôt bien, pour ne pas être focus sur la douleur, focus sur son ventre, mais vraiment d'apprendre dans certains moments à notre cerveau, parce que c'est autant un grand ami qu'un grand ennemi pour quand on a des douleurs, parce qu'il va chercher la douleur tout le temps, puis c'est de se dire, OK, quand ça va bien, comment je peux ressentir ce moment où je vais bien?
Et peut-être que c'est un autre conseil que j'ai envie de donner, peut-être de se focus sur les moments où ça va bien parce qu'on n'a pas mal. Moi, je connais personne qui a mal à 100% tout le temps. Il y a peut-être des personnes, mais j'en ai jamais rencontré. Donc c'est vraiment de se dire: «OK, il y a plein de moments d'immense douleur», mais d'essayer de se focus sur les moments où ça relâche, puis là, de respirer là-dedans, puis de se dire: «Ah ouais, comment je ressens mon corps quand ça va bien?» Mmh. Oui, c'est précieux la pleine présence à soi Mmh. pour se Oui. reconnecter pleinement à son corps. C'est un très beau conseil. Merci beaucoup et peut-être pour terminer, quelle est la chose la plus précieuse, d'après toi, que tu as apprise de cette expérience et que tu aimerais partager avec toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui? Je pense que la chose la plus précieuse que j'ai appris, et c'est pas encore facile tous les jours, c'est de me faire vraiment confiance. De faire confiance à mes ressentis et à mon corps et vraiment, moi, il me montre depuis des années que c'est chaque fois juste et qu'il me donne les signaux, que ça soit en termes de santé, de comment je par rapport, par exemple, à ce que je mange ou des activités ou mes besoins, par rapport aux relations aussi. Ouais, je pense que c'est ça, moi, qui a été le plus précieux comme apprentissage, c'est vraiment d'apprendre à écouter mon corps et et de faire confiance. Parce que maintenant, apprendre à écouter, c'est facile, mais faire confiance, parfois, c'est pas évident et ouais, c'est vraiment la confiance en mon corps et en moi, en fait, en mes choix, dans ce parcours. Mmh. Mais merci, merci énormément pour, tes précieux partages, Peggy. Ton parcours est vraiment inspirant. Ça montre qu'il peut y avoir vraiment de l'espoir, en fait. Parfois, on est dans un tunnel, Mmh mh. très, très, très sombre et on a du mal à voir la lumière. Et là, ce que tu montres au travers de, ton parcours, de ton chemin, hein, c'est que, tu as réussi à quand même à t'en sortir et aujourd'hui à vivre pleinement sans douleur Mmh. et à voir de nouveau un cycle, heu, Oui. normal. Mmh. Donc c'est très encourageant pour les personnes qui pourraient, vivre, l'endométriose ou même des troubles au niveau de leur, cycle menstruel. La voie, pour aller mieux et la voie de la guérison est possible. Ah, c'est possible, ouais. C'est vraiment possible et je suis pas la seule. J'en vois de plus en plus et ça, c'est génial. Merci énormément, c'était génial de t'avoir, ici, à mes côtés. Est-ce que tu peux, nous partager où est-ce qu'on peut te trouver et te contacter? Alors, on peut me trouver, ben, sur Instagram. Mon nom, c'est En Douceur, avec un zéro à la place du O, si vous me cherchez. Et puis j'ai un site pareil, www.endouceur.com avec un tiret entre les 2. Là, il y a toutes les infos sur le site. Je réponds vraiment sur Insta. J'aime répondre, j'aime échanger, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Il y a d'autres endroits où on peut trouver des infos, mais là, c'est vraiment les principaux axes où je suis présente. Voilà. Super. Bah, écoute, merci encore et je t'embrasse. Moi aussi, merci beaucoup.